à tous, de retour sur Acteurs Publics TV, de retour pour ce talent public consacré au télétravail. Dans une première partie, on a abordé le télétravail sous l'aspect managérial, de bien-être au travail, d'accompagnement, de formation aussi des acteurs. On va prendre dans cette deuxième partie les questions de nos lecteurs, nos trois invités. Mylène Jacot, bonjour. Rebonjour, secrétaire générale de la CFDT Fonction Publique. Blandine Quin, bonjour. Bonjour. On était avec vous sur la première partie, donc fondatrice de l'espace Le 50 Coworking, espace de travail partagé à Méré dans les Yvelines, qui a accueilli Muriel Pénicaud. On n'en a pas parlé dans la première partie, on en parlera là. Guillaume Tinlot. Bonjour. Bonjour, sous-directeur du pilotage à la direction, à la DRH de Paris. Je propose à la régie de lancer la première question que je vais lire. La régie, voilà. Le télétravail superpose-t-il vie personnelle et vie professionnelle? Qui démarre? Mylène Jacot, vous voulez bien? Est-ce que ça brouille les repères? On parle des enjeux qui montent, notamment les enjeux de déconnexion. Une structure comme la ville de Paris, d'ailleurs, a travaillé sur ces enjeux de déconnexion parce que sinon, certains agents pouvaient être en connexion permanente avec leurs enjeux de travail. Est-ce que ça brouille les repères vie perso, vie pro? Est-ce que c'est un motif d'inquiétude? Alors, en même temps, on est là face à des enjeux un peu contradictoires, puisque la demande des agents pour le télétravail, c'est justement pour une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, plutôt que par crainte d'un risque de brouillage des frontières entre les deux. Donc, on voit qu'il y a un temps dont on ne parle jamais, c'est le temps qui est entre le travail et le domicile, la vie personnelle, etc., qui est un temps souvent mort et qui là du coup disparaît, mais la frontière effectivement entre travail et vie personnelle ne disparaît pas. Et c'est aussi un des enjeux quand même de faire comprendre et aux employeurs et aux agents que les temps restent distincts et qu'effectivement, y compris pour certains agents, il convient de rappeler que le télétravail, quand il s'effectue à domicile, n'est pas l'occasion de concilier et le travail et la garde des enfants, par exemple. Oui. Voilà. Donc, non mais, il faut le dire, il faut rappeler aussi aux employeurs que ce n'est pas ça non plus, et que le télétravail, c'est pas réservé aux femmes. Parce que c'est aussi souvent la tendance, la pente un peu facile qui est employée. Donc attention à ce sujet-là, mais n'oublions pas que la première demande qui justifie l'intérêt pour le travail, c'est celle d'une meilleure conciliation et non pas celle d'une confusion totale des temps. Merci beaucoup Mylène Jacot. Blandine Quin, je vous voyais réagir. Oui, alors moi ce que je trouve intéressant, c'est aussi de considérer la proportion du télétravail dans le temps de travail global pour en déduire des solutions qui vont être différentes. Quand on télétravaille ponctuellement, très franchement, la question de l'isolement, la question de l'ergonomie du poste de travail est beaucoup moins prégnante que quand on part sur une logique de télétravail hebdomadaire, voire plus qu'hebdomadaire, plus d'une fois par semaine, et auquel cas là, il faut vraiment réfléchir à accompagner un collaborateur qui risque de se retrouver en effet isolé s'il est à domicile et qui risque de se retrouver avec des problématiques d'ergonomie du poste de travail qui n'est pas adapté, de sécurité, de non-dissociation claire entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est ça, c'était la question. Et d'où l'intérêt des tiers-lieux. Je prêche pour ma paroisse, mais le fait d'aller dans un espace de coworking, le terme parle par lui-même. Le tiers-lieu, c'est à mi-chemin entre le domicile et le lieu de travail. Et quand vous dites à mi-chemin, c'est quoi? C'est 5 minutes, 10 minutes, les gens qui... Voilà, le but, c'est d'être vraiment à proximité, d'où l'enjeu aussi d'avoir un maillage territorial qui soit dense et qui permette à chacun de trouver un espace proche de son domicile. Absolument, je n'en ai pas parlé dans la première partie, mais il y a une mission lancée par le gouvernement sur le coworking. Oui, qui est organisée par le CGET, à laquelle je participe. Voilà, et on aura les résultats en juin, je crois. Voilà. Il y a un vrai enjeu, notamment dans les territoires, évidemment dans les territoires ruraux. Guillaume Tinlot, je le disais, la ville de Paris a beaucoup travaillé et à la pointe, il faut le dire, en matière d'administration sur ces enjeux de déconnexion. J'avais reçu il y a quelques mois Emmanuel Grégoire qui m'évoquait le modèle d'un transporteur ou d'une boîte allemande qui avait coupé carrément les serveurs BMW ou je ne sais plus. C'était un peu compliqué. Bon, dans les services publics, ça peut poser problème. Qu'est-ce que vous en pensez, cette superposition vie perso, vie pro? Est-ce que ça pose problème? Alors, le premier objectif du télétravail, c'est effectivement de mieux articuler vie professionnelle et vie privée.
mieux aménager son temps de travail, son organisation de vie. Et de fait, quand nous interrogeons les agents en télétravail, c'est bien leur perception et la façon dont ils perçoivent le télétravail. Donc l'objectif semble atteint. Néanmoins, comme vous le dites, il est très important de faire en sorte que le télétravail maintienne ou tiennent une frontière entre ce qui relève du travail et ce qui relève du non-travail. Et c'est pour ça que les agents en télétravail de la ville de Paris signent une convention, par exemple, avec l'administration, qui notamment fixe des horaires pendant lesquels l'agent est en télétravail. Donc ce n'est pas parce qu'on est à la maison qu'on est en télétravail. On est en télétravail quand on est à la maison ou sur son lieu de télétravail, sur les horaires fixés dans la convention. Il y a une mesure de la durée du travail aussi de l'agent télétravail, donc il y a des systèmes de badgeage électronique qui fait que très logiquement et très concrètement, on voit quand on est au travail ou quand on n'est pas au travail. Ça rigole pas. Et l'objectif, effectivement, on l'a identifié, c'est un objectif parfois de surengagement dans le télétravail dans une problématique d'isolement. Alors, l'isolement, pareil, comme nous, nos agents sont en télétravail dans leur très grande majorité une journée par semaine, on n'a pas véritablement ces problématiques d'isolement, mais éviter quand même un surengagement quand on est en télétravail. Voilà. Je souriais parce que c'est ce qui revient, l'Observatoire du télétravail le dit notamment, les gens qui sont en télétravail bossent plus, bossent plus tard, bossent plus tôt, bossent tout le temps, font moins de pauses, parce qu'ils se sentent aussi redevables d'une certaine manière et ils ont envie de rendre des comptes. Enfin, c'est vrai, vous le constatez. Oui, et d'où aussi, selon moi, l'idée qu'il est très important de discuter en amont de qu'est-ce qu'on fait dans cette journée télétravaillée, qu'est-ce qu'on y met dans le télétravail, quels objectifs, quels partages, quels échanges, très très important. On prend une deuxième question. Le télétravail fragilise-t-il l'encadrement? Alors on a parlé des managers tout à l'heure, peut-être pour élargir l'encadrement, on va dire fragilise-t-il, est-il susceptible de fragiliser les organisations? Est-ce que certains peuvent se sentir au-delà des agents, peut-être le management pas à sa place? Est-ce que ça bouscule les codes, Mylène Jacot, selon vous? On a parlé bien sûr de cet encadrement, mais... Que ça bouscule les codes, j'ai envie de dire oui, peut-être parfois même heureusement, mais peut-être que c'est aussi une occasion d'aller vers un management différent, vers une conception de l'encadrement différent. Effectivement, on l'a évoqué dans la première partie, on a quand même souvent une culture du contrôle, y compris une culture parfois du présentéisme, etc. Alors que là, on passe à un encadrement qui doit être, j'ai envie de dire, plus peut-être bienveillant, plus attentif, plus accompagnant et qui effectivement doit accepter de faire confiance. Voilà. Et d'accepter que c'est pas parce qu'on a c'est pas parce qu'on n'est pas sous les yeux du chef, parfois c'est encore un peu ça dans l'administration, qu'on ne travaille pas. Au contraire, vous l'avez dit, les enquêtes le montrent, souvent la difficulté c'est l'excès du temps de travail du coup quand on est en télétravail. Blandine Carr, je le disais, donc il y a cette mission sur le coworking qui est lancée par le gouvernement dont on connaîtra certaines conclusions en juin. Est-ce que tout ça fait partie des enjeux sur lesquels puisque vous êtes engagé sur cette mission, la question du management, de l'encadrement, le fait que ça peut fragiliser aussi une organisation, sont des choses sur lesquelles vous allez témoigner? Alors évidemment, ça fait partie des sujets sous-jacents, sachant que c'est une mission avant tout sur le coworking et pas spécifiquement sur le télétravail. Absolument. Donc on est plus sur la posture du porteur de projet qui a un espace de coworking en tête, qui veut déployer un nouvel espace en zone rurale ou périurbaine et savoir quels vont être les facteurs de succès pour pérenniser ce type de modèle, y compris dans des zones moins denses, parce qu'en ville, on a bien compris qu'il y avait un modèle économique. En zone rurale, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, l'idée, c'est aussi d'aller demander les soutiens qui seront vraiment efficaces aux partenaires publics qu'on peut avoir sur les territoires, en leur expliquant quelles vont être les externalités positives pour le territoire lui-même, puisque l'idée, c'est de créer effectivement un écosystème qui dynamise le territoire, qui ancre des emplois sur des lieux moins attractifs a priori, et puis qui vont aller accompagner du commerce de proximité, des services publics de proximité, et tout derrière un écosystème qui va pouvoir se remettre en place et rester pérenne. Guillaume Talot, votre organisation est solide, vous avez mis des process, ça fragilise les organisations? Non, pas chez vous?
vous avez Fragilisé, je ne crois pas. Il est vrai que ça interpelle le manager, l'encadrant dans sa gestion d'équipe. Et le télétravail, ça veut vraiment dire placer la confiance au cœur de la gestion de ses équipes, l'autonomie, la responsabilité. Et l'encadrant, le manager, doit veiller à continuer à faire vivre son collectif. Et là, effectivement, cette question-là, elle devient centrale. Comment, avec des collaborateurs qui télétravaillent parfois, continuer à faire vivre ce collectif de travail? Justement, c'est l'objet de notre troisième question, ce sera la dernière. Le télétravail suppose souplesse et agilité, deux mots tabous dans le secteur public. Je reprends avec vous, Monsieur Tinlot, justement, vous expliquez ces organisations, ces mots souplesse, agilité, c'est la transcription de ce que vous dites. Il faut que tous les managers fassent preuve de souplesse, agilité. Mais la question, c'était tabou. Est-ce que c'était il y a 2 ans, il y a 5 ans, tabou? Est-ce que ça le devient un peu moins? Il y avait des résistances. Voilà. Il y a des résistances de la part des encadrants, et il continue à y en avoir, à l'idée de confier, de jouer le parti pris de cette confiance. Donc il y a des résistances. Qui dit résistance dit aussi nécessité pour le cadre, l'encadrant, de faire preuve de souplesse dans la façon dont il accompagne ses équipes dans la mise en œuvre d'une démarche de télétravail. Et puis, qui dit agilité, dit surtout efficacité aussi. Et on s'aperçoit qu'une équipe avec du télétravail travaille mieux parfois, on l'a dit, parce qu'on en fait un levier de modernisation, notamment par l'usage des technologies de l'information et de la communication. Le télétravail souvent accélère le fait d'aller interroger la façon dont on traite du papier ou pas de papier, la dématérialisation. Et donc, il y a à nouveau un vrai levier d'efficacité dans le télétravail. C'était l'un des mots qu'on avait lancé au tout début de la discussion. Blandine Quin, le mot de la fin, on conclura avec Mylène Jacob sur tous ces enjeux-là. Alors, on parlait de souplesse, d'agilité, c'est la question de notre lecteur. De manière générale, votre conclusion? Ce que vous venez de dire, je pense que pour moi, le télétravail, c'est une très belle opportunité parmi d'autres d'aller vers des modes de travail différents, vers une agilité au sens positif du terme, à savoir gagner finalement en bon sens et en pragmatisme dans la façon dont l'équipe va fonctionner. C'est évidemment une façon d'augmenter l'engagement des collaborateurs aussi, parce que c'est une preuve de reconnaissance, de confiance, ça peut être que positif pour tout le monde. Et puis il y a aussi cette idée de prendre un peu d'oxygène ailleurs que dans un huis clos d'entreprise, qui est forcément un huis clos, parce qu'il y a cette culture d'entreprise, quelle qu'elle soit, administration ou entreprise privée, qui est forcément très présente et qui homogénéise un peu parfois la façon de penser, les raisonnements. Et le fait de s'en extraire, alors c'est effectivement une prise de risque, parce que ça veut dire qu'on va avoir aussi des gens qui vont être éveillés à d'autres façons de fonctionner et qui vont venir amener des envies et des idées différentes. Mais c'est une occasion rêvée aussi de se transformer, à la fois pour des administrations et pour des entreprises. Donc, militante du télétravail, mais surtout du coworking. Merci Blandine Quin. Mylène Jacob, on termine cette émission avec vous. Ah oui, j'ai envie de dire, le télétravail, pour nous, c'est un terrain assez merveilleux. Ah oui. non pas parce qu'il produirait des effets magiques, mais simplement, on y trouve là l'occasion de mettre ensemble autour d'une table et des encadrants, des employeurs et des agents et leurs représentants pour parler de leur travail, de l'organisation du travail. Et on le voit, c'est aussi un vecteur important de confiance, vous l'avez fort bien dit. La confiance, c'est aussi un des vecteurs de la reconnaissance qu'on appelle de nos voeux. Et c'est aussi l'occasion pour les agents de s'exprimer sur leur travail, parfois sur des procédures, vous l'avez dit aussi, ça a permis d'améliorer certaines procédures, d'améliorer la qualité du service, et on est là au cœur de l'illustration de ce que les uns et les autres peuvent apporter quand on se donne le temps et les moyens d'organiser un tant soit peu de dialogue social entre les employeurs et les agents. Donc faut accélérer, ce que vous dites en substance tous les trois, tenir compte de ces enjeux de formation, d'accompagnement, cet enjeu hautement managérial. On se donne rendez-vous quoi? Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, et peut-être qu'on sera passé de, alors on ne sait même pas, 2%, 5% dans le secteur public, peut-être 10, 15, on verra. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci de nous avoir suivis sur Acteurs Publics TV. À bientôt pour de prochains débats.